Le mystère est aussi ancien que la forêt elle-même. Dans la nuit, résonnent des cris d'origine inconnue. On a comparé ce son avec tous les animaux auxquels il pouvait correspondre. Quelques images captées sur pellicule. Il a surgi de ses buissons et m'a regardé droit dans les yeux. Des empreintes de pieds et de doigts inconnues de la science. Je n'ai jamais rien examiné de pareil. Autant de preuves qui pointent vers un être légendaire qu'on appelle le Sasquatch. Mais est-ce vraiment le cas? Nous allons créer une séquence ADN qui identifiera l'origine de ce poil sur l'arbre de l'évolution. Ces indices permettront-ils aux scientifiques de découvrir une espèce inconnue? Cette combinaison de caractéristiques va nous fournir d'importantes informations. Et un examen complexe de ce qui est peut-être la preuve la plus concluante. Un rendu aux 2/3 de ce qui, pour beaucoup, est le corps d'un Sasquatch. C'est l'une des premières fois qu'on prouverait l'existence d'un singe nord-américain. Les technologies de pointe vont nous aider à évaluer la taille, la vitesse et la foulée d'un spécimen filmé pour voir si c'est à la portée d'un être humain. Ça apportera peut-être certaines réponses. À moins qu'elle ne prouve que c'est un canular. Je me souviens avoir dit, ce n'est pas un homme, j'en étais bouche bée. Pour la première fois, scientifiques, professionnels et experts légistes se rejoignent pour scruter l'énigme du Sasquatch dans Légende des sciences. Ces créatures ne sont-elles que le produit de l'imagination humaine? Une série de canulars persistants? Ou bien une espèce particulièrement furtive de primates intelligents qui nous a échappé tout au long de notre histoire? Nous tenterons d'éclairer cette énigme ancestrale d'un jour nouveau. Et qui sait, de l'élucider. Faute de corps à examiner, la science doit chercher d'autres indices et d'autres preuves pour confirmer ou infirmer la légende. Nous savons qu'une espèce de primate bipède, gigantesque, a existé dans le passé. Et elle correspond aux descriptions modernes du Sasquatch. Voici le Gigantopithecus blacki, un singe si impressionnant qu'on a du mal à imaginer qu'il a un jour arpenté la Terre avec nos ancêtres. Des fossiles nous apportent la preuve que le Gigantopithèque a côtoyé l'Homo erectus. Nous ignorons si ce dernier le chassait ou fuyait devant lui. Voici un moulage d'une mâchoire de Gigantopithèque dont la branche ascendante a été restaurée. Les gens sont toujours stupéfaits d'imaginer qu'un singe de cette taille a un jour existé. Si les scientifiques ont recensé près de 2 millions d'espèces sur Terre, certains pensent qu'il peut en exister jusqu'à 5 fois plus, dont ils ignorent tout. L'une de celles-ci, un singe nord-américain, peut être familière à beaucoup d'entre nous, mais seulement sous la forme d'une légende populaire, les êtres que les Indiens d'Amérique nommaient Sasquatch ou Homme sauvage, aussi connus sous le nom de Yeti ou encore Bigfoot. Et avec plus de 400 apparitions chaque année et des centaines d'empreintes, ce mystère continue à nous abreuver d'indices liés à l'existence possible d'un animal inconnu. Le docteur Georges Schaller est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux des primates non humains. Ses études des populations de grands singes sauvages ont pavé la route des scientifiques de terrain comme Dian Fossey et Jane Goodall. Et il ne connaît que trop bien l'énigme du Sasquatch. Découvrir une nouvelle espèce plus proche de l'homme que tout ce que nous connaissons aurait un impact extraordinaire sur l'humanité. En gros, on découvre une nouvelle espèce de primate chaque année. Il y a les gorilles, 2 espèces de chimpanzés et un orang-outan. Ce sont nos plus proches parents vivants. Le Sasquatch, s'il existe, pourrait être encore plus proche. Au fil du temps, on a rassemblé énormément de preuves indirectes.
Pour ma part, je pense qu'il y a là quelque chose qui vaut la peine qu'on l'étudie. Et plus on pourra l'analyser, mieux cela vaudra. Si l'analyse démontre que ce matériel est bel et bien unique et que nous pouvons dépasser le mythe d'une façon ou d'une autre, nous ouvrirons de nouvelles perspectives pour l'humanité. Les empreintes constituent un type de preuve particulièrement abondante. Des moulages d'empreintes censées appartenir au Sasquatch ont été réalisés un peu partout dans le monde. Ces moulages fournissent aux experts des indices bien connus, des tracés du derme, autrement dit des empreintes digitales. Jimmy Chilcutt, spécialiste des scènes de crime, est l'un des meilleurs experts américains en matière d'empreintes. Il va examiner des moulages de pieds pour y chercher des empreintes digitales et déterminer s'il s'agit de faux ou s'il est bien en présence de traces laissées par une espèce inconnue. Mes témoignages peuvent envoyer des gens en prison, ce qui veut dire que je dois être extrêmement prudent et professionnel quand je compare une empreinte latente à une empreinte sur encre. Chilcutt a relevé les empreintes de toutes les espèces connues de grands singes. Il va utiliser son don unique ainsi que son catalogue spécifique pour examiner et comparer les meilleures empreintes de Sasquatch dont on dispose. En tant que spécialiste des empreintes latentes, je suis un des rares experts en empreintes de primates. Je m'efforce de déterminer le sexe et la race grâce aux empreintes, car les primates ne se sont pas métissés comme les humains. J'essaie aussi de trouver la clé qui révélerait le secret des empreintes humaines. Je vais appliquer aux empreintes du Sasquatch les mêmes méthodes que j'utilise pour les empreintes latentes que je relève sur une scène de crime. Mon groupe d'études était constitué de plus d'une centaine de moulages censés appartenir à des Sasquatch, dont certains ont été réalisés avec plus de 20 ans d'écart. Après avoir établi la texture et la structure de l'animal, j'ai pu étudier les autres moulages et comprendre ce que je voyais. À tout le moins, Chilcutt devrait pouvoir nous dire si les empreintes sont celles d'un animal bien réel ou le fruit d'une habile supercherie. Si cet animal marche dans la nature, il rencontrera forcément des rochers ou un terrain dur qui lui écorcheront la plante des pieds. Avec la cicatrisation, le derme s'incurvera vers l'intérieur de la blessure. Si je veux identifier une cicatrice sur ces moulages, je dois donc chercher le même type de détail. Chez les humains, les lignes courent à l'horizontale sur toute la largeur du pied. Chez les primates, elles sont en diagonale. Sur ce moulage, les lignes sont à peu près 2 fois plus épaisses que chez un humain. Mais regardez, ces 2 moulages ont été faits à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, avec 20 ans d'écart. Mais les lignes ont la même texture et la même structure. Si ces moulages sont concluants, que dire de celui de tout un torse ? En septembre 2000, une expédition mise sur pied par la BFRO, une organisation vouée à la recherche de Bigfoot, a mis le cap sur un recoin éloigné du nord-ouest américain. Nous avons utilisé certaines techniques pour tenter d'appâter un Sasquatch. Une équipe de pisteurs, de scientifiques et d'autres experts, dont l'enquêteur Richard Knoll, a découvert une étrange empreinte et réalisé un moulage de ce qui pourrait bien être la preuve la plus concluante jamais recueillie. Sur le moment, nous n'avons pas réalisé l'importance de notre découverte. À mon avis, le principal caractère distinctif de l'ensemble se trouve ici. On dirait l'empreinte d'un talon avec le tendon d'Achille et ce qui pourrait être la trace d'une friction ou de lignes dermales ici. Et les dermatoglyphes seraient juste ici. Cette preuve véritablement exceptionnelle montre les traces du corps d'un animal de grande taille et contient peut-être des échantillons de poils. Question pour la science. Ces traces inhabituelles ont-elles été laissées par une espèce non répertoriée? Richard Knoll et les pisteurs de Bigfoot veulent des réponses et n'ont pas hésité à consulter plusieurs anthropologues réputés. Avant toute chose, il nous faut des proportions extrêmement précises. Le docteur Jeff Meldrum, un éminent anthropologue de l'université de l'Idaho, a été le premier à mettre la preuve sur la sellette. L'implantation de la pilosité sur les surfaces de contact m'intéresse aussi beaucoup. J'aimerais comparer les profondeurs de toutes les empreintes pour voir quelle surface s'imprime plus profondément. Le docteur Esteban Sarmiento du Musée américain d'histoire naturelle de New York
Il faudrait examiner les matériaux, et je voudrais aussi prélever des poils sur les différentes zones des surfaces qui, à notre avis, pourraient provenir de plusieurs animaux. Le docteur Darry Swindler, spécialiste mondialement renommé en anatomie des primates. Une moulure supplémentaire de cette zone du tendon d'Achille. Les traces de talons de la moulure sont les éléments qui intriguent le plus le docteur Swindler. C'est une zone de l'anatomie des primates sur laquelle il fait autorité. C'est la combinaison de deux muscles, le muscle jumeau et le solaire. Chez l'homme, ils se rejoignent environ au tiers de la jambe pour former le tendon d'Achille qui vient s'attacher à l'extrémité inférieure du talon, le calcaneus. Nous avons ici un tendon d'Achille bien affirmé et bien développé. Si c'est un talon, il est plutôt grand, bien plus que celui d'un humain. L'animal était sans doute assez lourd pour effacer toutes les traces préexistantes. L'expérience du docteur Sarmiento soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il faut déterminer si un ou plusieurs animaux ont laissé l'ensemble de la trace. Et si les poils correspondent à ceux d'espèces connues. En tout cas, ils ne sont pas humains. On va mettre la main sur l'assassin. Leurs connaissances en matière de comportement des primates et d'anatomie vont les aider à élucider le mystère de l'empreinte de Skookum. Cette zone doit correspondre à la trace du corps d'un animal, mais on doit encore déterminer de quelle partie du corps il s'agit. Mais toutes les preuves de l'existence du Sasquatch ne sont pas en plâtre. Certaines des preuves les plus concluantes se présentent sous la forme de fragments de films ou de vidéos. C'est le cas d'une vidéo enregistrée par Laurie Pate en 1996 à l'occasion d'une partie de pêche avec sa famille et ses amis dans le nord-est de l'État de Washington. Cette séquence, connue sous le nom de Memorial Day Footage, montre une silhouette bipède et velue qui court à flanc de montagne. Vous voyez ces buissons là-bas et ce petit sapin-là, c'est là qu'il se trouvait, juste derrière le sapin. Aussi peu détaillées soient-elles, ces images sont plutôt concluantes, notamment en cause du mouvement et de la vitesse à laquelle la silhouette semble se déplacer sur ce terrain accidenté. Il est parti, c'est un Bigfoot et on l'a filmé. Mais les images les plus célèbres ont été tournées en 1967 par Roger Patterson et Bob Gimlin, dans une vallée éloignée de Californie du Nord. On y voit ce qui semble être un Sasquatch femelle battant en retraite dans la forêt. Est-ce un canular ou la meilleure preuve filmée jamais recueillie? En 1994, une autre caméra a brièvement enregistré l'image d'une silhouette similaire dans les Blue Mountains de l'Est de l'État de Washington. Paul Freeman, qui était à l'époque un employé des eaux et forêts, avait relevé la présence d'empreintes de Sasquatch dans le secteur. Cette fois, il s'était muni de sa caméra et il a capté un moment extraordinaire. Le balancement des membres inférieurs nous permet de calculer la hauteur à partir d'une fréquence pour la plupart des mammifères et des animaux. Si je compare ces images, celles du Memorial Day, je peux émettre une estimation et dire qu'il ne s'agit pas d'un individu de très grande taille, peut-être entre 1,70 m et 1,80 m. Le film Freeman, comme tous les autres, n'a pas une bonne résolution. Mais un des éléments qui diffère, c'est la taille de la foulée. La fréquence aussi semble être très lente. Si vous regardez sa tête, elle donne l'impression que l'animal est plutôt grand. Étant donné la résolution, je serais vraiment incapable de dire avec certitude si cet être est réel ou si c'est un homme déguisé en singe. Il n'y a pas assez de détails. Certains experts sont prêts à relever le défi et à aller chercher plus loin les réponses concernant ces images. Des progrès récents dans la modélisation et l'animation tridimensionnelle nous donnent de nouveaux outils pour visualiser et étudier les sujets filmés. Voici quelques semaines, le docteur Jeff Meldrum m'a envoyé un film qu'il avait étudié récemment. Il m'a dit qu'il avait relevé plusieurs démarches intéressantes de la part de l'animal. Les genoux font cette espèce de mouvement circulaire, en roulant vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Ruben Steindorf de Vision Realm
spécialiste de l'animation des constructions osseuses, est intrigué par ce mystère. Il aide les scientifiques à réétudier les images de Peterson pour voir si la foulée et la démarche de la créature pourraient être celles d'un homme affublé d'un déguisement de singe. Au lieu d'utiliser des techniques cinématiques habituelles, comme je le ferais pour l'anatomie humaine, j'ai recours à la cinématique inversée qui me permet de recréer l'éventuelle anatomie du Sasquatch. Si les articulations bougent effectivement d'après mes modèles, alors il est possible qu'elles existent réellement. Pour Stendorf, l'étape suivante consiste à suivre minutieusement les mouvements de la silhouette en ancrant et en verrouillant les articulations, comme les genoux et les coudes. J'essaie de verrouiller plusieurs points sur la pellicule. Quand je recréerai la démarche que je vois à l'image, je pourrai faire une comparaison et voir si ça colle. L'opération prend du temps, mais elle pourrait fournir de nouveaux indices pour identifier l'animal. Des indices que notre expert en biomécanique attend impatiemment. Certaines des preuves les plus intéressantes dans les vidéos proviennent non pas du film lui-même, mais de l'environnement dans lequel il a été tourné. Hauteur, foulée, masse et vitesse. Tous ces éléments peuvent être mesurés en comparant l'animal en mouvement à des objets fixes qui font partie du décor. Si on compare la taille des rochers et la distance qui les sépare à la taille de l'animal, nous pourrons déterminer avec précision sa taille et sa foulée. Au fil du temps, la croissance forestière et les activités humaines ont radicalement modifié l'environnement des images tournées par Patterson et par Freeman. Toutefois, le site du film du Memorial Day est resté pratiquement tel qu'il était en 1996. Laurie, prends la caméra. Quel genre de type peut bien courir à flanc de colline comme ça? Notre objectif consiste à tenter de déterminer si l'animal se déplace plus vite qu'un être humain ne le pourrait. Ce n'est pas un homme. Peut-être qu'il va revenir. Pour moi, c'est un Bigfoot. Les images du Memorial Day ont été tournées par Laurie et Owen Pate pendant leurs vacances dans le Nord-Ouest. Tout d'abord, ils n'ont pas très bien réalisé ce qu'ils voyaient. Je crois qu'on était tous incrédules. C'était quoi? Sur le moment même, on n'était même pas sûr de ce qu'on avait vu. Owen m'a dit de prendre la caméra. Il a dit qu'il venait de voir un Bigfoot sur la montagne. J'ai allumé la caméra et j'ai réussi à le filmer pendant qu'il courait. Je n'en revenais pas. Tom Lines, un autre témoin, s'est emparé de ses jumelles pour mieux voir l'animal traverser en courant une vallée abrupte à une vitesse qui semblait inhumaine. Je l'ai vu sortir du bois et commencer à courir. C'était plutôt loin et je n'étais pas bien certain de ce que je voyais, mais c'était de grande taille. J'avais mes jumelles dans la caravane, je les ai prises et pendant environ 3 secondes, je l'ai vu s'enfoncer dans les sous-bois. J'en étais bouche bée. Je me souviens m'être dit, ce n'est pas un homme. J'ai vu les longs poils qui pendaient de son bras. Ça a attiré mon œil et puis il a disparu. Parfois, il faut le voir pour le croire, mais les mesures, elles, ne mentent pas. Elles vont permettre à une équipe multidisciplinaire d'experts particulièrement doués de tirer une mine d'informations de la silhouette observée et enregistrée en 1996 par les Pates. L'équipe se compose de 5 membres qui ont chacun leur talent et spécialité propre dans l'art de la reconstitution des faits. Doug Devine, de Pacific Survey Supply, apporte tout un lot d'équipements de contrôle et de mesures high-tech. Sur le plan du matériel, ça s'annonce comme un des plus fantastiques projets jamais mis sur pied. On a tout. Station robotique, accéléromètre laser, un système d'imagerie Cyrax capable de recréer un modèle tridimensionnel à partir de l'environnement où l'animal a été vu. On va faire en sorte de pouvoir dire où les vues ont été prises à l'époque, quand on l'a vu pour la première fois, pour la dernière fois, on pourra vérifier les tailles, les vitesses et peut-être que ça nous donnera quelques réponses. Tout est dans la précision. Mieux vaut avoir trop de données que trop peu. Si tout se passe bien, l'équipe aura des résultats préliminaires dans quelques jours. On saura quelle taille cette bestiole fait vraiment. La première étape est ardue. L'équipe va devoir définir le parcours de la silhouette, car c'est de lui que dépendent tous les éléments liés à la vitesse et à la taille. L'équipe note minutieusement les points marquants de la vidéo. Le premier passage, pour déterminer l'itinéraire, permettra, au bout du compte, de voir où la silhouette courait, ce qui pèsera fortement sur l'ensemble des résultats.
Ils doivent déplacer chaque point de référence avec soin, et à plusieurs reprises avant de tomber d'accord. Bill, ça m'a l'air parfait. Bon, je crois qu'on y est. Merci. Bien que la silhouette paraisse grande, l'illusion d'optique provoquée par la raideur du dénivelé pourrait tromper l'observateur le plus expérimenté. Le temps et de nombreuses mesures précises diront ce qu'il en est. Une fois l'itinéraire de la créature connu, l'équipe passe tout le flanc de la montagne au système radar tridimensionnel. Les données qu'il collecte équivalent à ce que 100 observateurs pourraient récolter en un mois avec des méthodes et des instruments traditionnels. Mais cet appareil va repérer plus de 300 millions de points dans diverses zones de référence en quelques heures. Cet outillage nous débite de l'information à une vitesse qui équivaut à celle d'un jet comparée à un marcheur. Tout est prêt ici, on peut y aller, prendre le trépied vert et le placer sous le niveau du jaune. Ok, on va les déplacer. Il serait difficile de battre la silhouette filmée à la course sur ce terrain à la fois pentu et traître, mais c'est un moyen de mesurer la vitesse de sa course. Une comparaison visuelle donnera aussi des indices subtils quant à l'authenticité des images. Ajoutez des rochers, un sol traître et une quantité certaine de crotales des montagnes, et vous obtenez une course qui peut être franchement dangereuse. Derek Prior, triple champion américain de sprint de l'Université de l'État de Washington, se prépare pour une course potentiellement historique. Si je tombe, je risque de me casser une cheville, de dégringoler la pente et de m'écorcher partout. Non merci, c'est une première pour moi. L'équipe harnage Derek d'un traceur laser et d'un GPS. Je suis sans doute plus rapide que 99% des gens et je doute sérieusement qu'un petit comique déguisé en singe parvienne à faire mieux que moi. Je vais battre cette bestiole à plate couture. C'est bon, on est prêt. Allez, c'est parti. Ce sac à dos permettra aux chercheurs de recueillir diverses informations. Vitesse, mouvement vertical et déviation de trajectoire pendant la course. On vient de terminer un essai. Je pense que je m'en suis bien tiré. J'ai couru plutôt vite. Là, j'aurai le sac sur le dos. J'imagine qu'il va me ralentir un peu et me déséquilibrer, surtout quand je changerai de direction. S'il tombe, c'est une chute qui coûtera cher. Les relevés devraient contribuer à évaluer l'authenticité de la créature, mais son comportement est-il cohérent avec celui d'un animal bien réel, interréagissant avec son environnement? Le docteur Sarmiento connaît le comportement des primates sauvages et sait qu'ils s'adaptent à des modifications subtiles de leur environnement. Si je compare les images du Memorial D avec celles de Patterson-Gimlin, je constate que l'animal du Memorial D semble beaucoup plus naturel. Il traverse le terrain dégagé en courant, puis passe derrière une colline et s'efforce de se cacher. Et je suppose qu'ici, il ralentit parce qu'il sait qu'une fois dans la forêt, il est en sécurité. Pour Richard Knoll, courir sur des rochers glissants en flanc de montagne tout en portant un habit de fourrure est impossible. C'est mouillé ici. La pluie est tombée et ça glisse. Il faudrait être cinglé pour grimper jusque-là et courir déguisé. Le départ de la course approche et Prior s'est soigneusement échauffé. Les Pate et leurs amis observent et attendent, tandis que le traceur laser se verrouille sur le sprinter. Le robot va utiliser un rayon lumineux concentré et son récepteur de haute technologie pour enregistrer les moindres mouvements verticaux et horizontaux. Le coureur est prêt, pieds et mains ancrés pour le départ. Le décompte commence. Tu crois que Derek peut gagner? 4, 3, 2, 1... À vos marques. Prêts? Partez! Les experts vont le chronométrer dès qu'il passera le premier point de référence. Prior tombe, et l'équipe craint qu'il ne se soit blessé sur les rochers pointus. C'est mouillé ici. Il a plu et ça glisse. Il a dérapé sur des feuilles ou de l'herbe. L'assistant de Prior rassure rapidement l'équipe, tout va bien. Par chance, Prior a glissé et est tombé sur une étendue d'herbe exempte de rochers. Ils recommencent et finissent par collecter des données utilisables quand Prior termine son parcours sans chuter.
Dans quelques semaines, l'équipe calculera et recalculera les nouvelles données récoltées sur l'apparition du Memorial Day jusqu'à parvenir à un consensus. Pour l'instant, les données brutes sont dans la boîte et l'équipe de scientifiques a du pain sur la planche. Il est impossible de prédire ce que donneront les résultats. Le travail de reconstitution effectué sur l'apparition du Memorial Day est peut-être le plus high-tech réalisé à ce jour, mais ce n'est pas le premier. En 1968, un an à peine après que Patterson et Gimlin aient tourné leurs images, le pionnier de la recherche sur Bigfoot, John Green, entreprend de procéder à une reconstitution sur le site de Bluff Creek. Ici, pas de mesure de haute technologie. Green entendait tout simplement définir l'itinéraire, puis demander à son ami Jim McLaren, 1,95 m, d'effectuer le parcours à peu près à la même allure, tout en le filmant avec une caméra 16 mm depuis le même endroit, dans le lit de la rivière. Maintenant qu'un relevé topographique précis est disponible, il offre une bonne référence et une perspective unique quant à la taille réelle de la créature filmée par Patterson. Il fournit aussi des indices visuels sur l'authenticité des images. Le parallèle entre les grands singes et les témoignages portant sur le comportement des Sasquatch fournit des informations importantes. John Bindernagel est un biologiste spécialisé dans la faune sauvage de la Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, on a des témoignages de Sasquatch lançant des pierres qui remontent aussi loin que 1846. C'est un comportement d'intimidation très courant chez les chimpanzés, mais les premiers témoignages datent des années 60, ce qui tend à nous faire croire qu'il existe des similitudes entre chimpanzés et Sasquatch et que les deux espèces sont peut-être liées. D'autres similitudes entre les Sasquatch, les chimpanzés et les gorilles portent par exemple sur le fait de se frapper la poitrine, de brandir des bâtons et d'émettre des vocalisations bruyantes. Le docteur Robert Benson croit au pouvoir des preuves. Ce professeur de physique de l'Université de Corpus Christi au Texas, qui dirige également le centre de bioacoustique de l'université, ne croit pas encore au Sasquatch. Mais il a l'esprit ouvert et ne rechigne pas à examiner un des nombreux prétendus enregistrements de singes nord-américains qui existent. Regardez l'écran, ceci est très intéressant. Essayez d'imaginer d'où ce son peut provenir et quel type d'animal l'a émis. Le son n'est pas extraordinaire, mais il est tout de même utilisable. Ici, vous notez ces lignes plus sombres. C'est ce que nous appelons la formance. Elles sont liées aux résonances du tracé vocal. Benson étudie régulièrement des sons naturels qui vont des pépiments d'oiseaux aux cris de mammifères marins. Il est capable d'identifier une espèce rien qu'au bruit qu'elle fait, en se servant de ses oreilles et d'un puissant ordinateur. Avec mon expérience des sons émis par les animaux, je peux très certainement exclure la chouette effraie, le wapiti, le loup et le coyote. Une analyse devrait aussi permettre d'exclure d'autres animaux qui ne vivent pas sur le sol américain. Pour les espèces connues, on peut se fier aux preuves sonores pour évaluer les densités de population, les comportements nuptiaux et les biotopes. Mais qu'en est-il de sons non identifiés, comme ces hurlements sonores et ces cris souvent attribués aux Sasquatch? À mon avis, une petite population d'une espèce particulièrement furtive pourrait bénéficier de vocalisations portant très loin, comme celles qu'on entend sur ces bandes. Le docteur Benson sait que les sons entendus dans la forêt peuvent avoir une multitude d'origines, y compris un canular. Il sait aussi que cette dernière possibilité est relativement faible, au vu du nombre de causes naturelles potentielles. Vas-y, lance-le. Stop. Améliore-le. À première vue, en écoutant cet enregistrement, je pense à un loup, mais en plus mécanique, comme une sirène. Oui, ça a un côté mécanique, mais si on analyse la structure de la formance, on devrait pouvoir exclure une source mécanique aussi. À la surprise de Benson, un premier examen des enregistrements ne livre aucune réponse plausible. Des comparaisons plus poussées lui permettront de procéder à diverses analyses des sons. Nous avons comparé ce son aux animaux les plus susceptibles de l'émettre.
Mais jusqu'à présent, ils ne semblent correspondre à aucun d'entre eux. Si les sons émis par les Sasquatch fournissent leurs propres indices, des milliers de témoignages oculaires évoquant de grands bipèdes velus pourraient tout simplement n'être que des méprises. Très souvent, les témoins ont l'impression d'apercevoir un ours, mais quand l'animal se met à marcher ou à courir, il change très vite d'avis. La démarche bipède et le profil d'un ours peuvent-ils correspondre à la description d'un Sasquatch? De tous les mammifères d'Amérique du Nord, les ours sont sans doute les plus semblables aux humains. Fondamentalement, ils ont la même musculature qu'un homme, un squelette similaire à l'exception de la clavicule. Ils peuvent marcher debout avec l'allure d'un homme aux épaules tombantes, mais en règle générale, ils se remettent à quatre pattes après quelques pas, sauf s'ils sont sérieusement blessés aux pattes avant. Si quelqu'un aperçoit un animal aux larges épaules traverser une route sur ses pattes arrière, ce n'est sans doute pas un ours. Les déplacements verticaux et horizontaux ainsi que le tracé de la foulée fournissent aussi souvent des indices pour identifier les cas de méprise. À mon avis, les empreintes de pieds constituent le répertoire de données le plus vaste et le plus cohérent sur la question. Et elles méritent donc une évaluation systématique concertée. Dans les cas où l'on a plusieurs empreintes qui marquent un tracé donné, j'ai pu identifier une variation de la position des orteils entre la flexion et l'extension, et aussi une interaction des pieds avec divers substrats. Il faut aussi examiner les signatures dynamiques qui révèlent s'il s'agit d'une empreinte de pied vivant ou d'un objet statique. Ici, nous avons la chance d'avoir une paire de tracés qui se succèdent sur un seul trajet. En comparant les formes et en confirmant la présence des orteils, on peut dire par exemple que non seulement les orteils n'ont pas la même dimension, bien qu'il s'agisse du même pied, et que même l'empreinte de l'orteil diffère d'un pas à l'autre. Nous allons examiner très attentivement la surface de l'empreinte pour identifier d'éventuelles caractéristiques de la peau ou des lignes dermiques qui apparaissent sur le tracé. Nous chercherons aussi des caractéristiques marquantes qui correspondent aux points de jointure, là où les os des pieds s'articulent, et comment ils interagissent pour constituer un tout fonctionnel. L'apparence générale de l'empreinte peut aussi servir à comparer les tracés d'un endroit à l'autre, pour voir si l'on retrouve plusieurs apparitions d'un individu identifiable. Et cette image générale nous aidera à évaluer la fonctionnalité et à la comparer à des modèles de pieds humains, ainsi qu'à des tracés fossiles d'hominidés bipèdes primitifs. Mais si un animal qui a laissé des empreintes supposées de Sasquatch était aussi filmé, les deux preuves pourraient-elles être combinées pour renforcer la probabilité de l'existence du Sasquatch? C'est exactement ce qui est arrivé en 1967. La modélisation tridimensionnelle de la silhouette filmée par Patterson est terminée. L'animation qui va être envoyée au docteur Meldrum dans l'Idaho permettra pour la première fois de visualiser la créature de n'importe quel point de vue. Cette animation va me permettre non seulement de visualiser, mais surtout de quantifier des aspects de cette allure spécifique sur un pied plat flexible. J'ai aussi vu tout de suite une rotation intéressante de la jambe et du pied qui ne correspondent pas à une allure humaine typique. Si c'est bien un animal, cette combinaison inhabituelle va nous fournir des informations de premier choix sur l'évolution du bipédisme. Elle pourrait même remettre en cause certaines de nos présomptions. En fait, elle cadre parfaitement avec le genre d'adaptation qu'on pourrait s'attendre à découvrir chez des bipèdes vivants dans les montagnes boisées ou au terrain accidenté. Le docteur Meldrum consulte Andrew Nelson du Centre d'analyse du mouvement et de biomécanique de l'Université de l'Idaho pour obtenir un avis complémentaire sur ses perspectives anatomiques. L'étude des images de Patterson montre une bosse visible sur la jambe du sujet.
Arrête juste ici. Non, avance encore d'une image. Bien que mineur, ce détail soulève la question de savoir comment un déguisement de singe pourrait avoir été conçu avec un tel luxe de détail voici 35 ans. C'est peut-être le résultat d'un traumatisme, une rupture de la bandelette de Messia qui provoque cette proéminence du muscle sous-jacent à cet endroit-là. Ma première impression, c'est que c'est typique d'une rupture au moins partielle du quadriceps. Et il y a aussi la bandelette de Messia qui passe par là. Un animal présentant ce type de lésion aurait sûrement la démarche affectée d'une façon ou d'une autre. En coopérant à partir d'indices scientifiques inédits, Meldrum, Nelson et d'autres scientifiques vont élaborer des conclusions scientifiques défendables à partir de ces images. Les scientifiques recherchent souvent des schémas dans les données statistiques. Les schémas issus de données biologiques constituent la base de nombreuses conclusions scientifiques concernant les organismes et les populations. Dans le règne animal, la taille, le poids et d'autres caractéristiques mesurables tendront à former une courbe sur un graphique. Retrouver ces schémas dans les données tirées des indices de l'existence du Sasquatch serait très utile pour définir si la preuve tend à identifier une population vivante et se reproduisant ou une série de canulars. C'est précisément ce qui intéresse le Dr Rainer Fahrenbach, scientifique à la retraite du Centre de primatologie de l'Oregon. Je vais prendre les données concernant la longueur du pied comme exemple et les représenter sous la forme d'un histogramme. J'ai les données brutes pour la longueur et la largeur du pied que je vais combiner selon un ratio qui me permettra de savoir comment la relation entre les deux mesures évolue avec la taille de l'animal. Nous avons des informations sur cette caractéristique particulière du pied humain qui s'allonge et s'étrécit avec l'augmentation de la taille de l'individu. L'étude de la forme de ces histogrammes nous dira ensuite s'ils proviennent de données entièrement fictives. Si c'est le cas, il n'y aura aucun ordre. Mais par contre, s'ils sont produits par une population en vie, la courbe formera comme une cloche. Si les statistiques sont utiles pour prédire les probabilités, l'étude de l'ADN est considérée comme une science plus exacte. Les preuves ADN sont considérées comme fiables à pratiquement 100% pour établir une lignée ou identifier une espèce. Le Dr Craig Newton de BC Research à Vancouver est un spécialiste du séquençage mitochondrial. Il cherche à décrocher le gros lot en exploitant des preuves prélevées en deux endroits distincts. L'extraction de l'ADN requiert de la minutie et de la patience, et chaque étape doit être de qualité irréprochable. Voici les 3 échantillons que j'ai reçus. Ceux-ci sont les poils trouvés sur l'empreinte de Skookum. Ici, j'ai la tranche de pomme qui vient de l'appât posée sur le site de Skookum. Le 3e échantillon correspond à des excréments que nous espérons identifier en faisant appel au génie génétique. La moindre erreur, la moindre contamination et les résultats obtenus seront inutilisables. Je vais ajouter l'extracteur à l'échantillon. Et si nous obtenons un échantillon d'ADN non contaminé, nous pourrons recréer une séquence qui identifiera la provenance du poil sur l'arbre de l'évolution, soit entre humains et primates, soit entre d'autres animaux de la forêt. Tout est là, dans l'ADN. Je vais verser un gel pour voir si ce poil nous a fourni de l'ADN. L'analyse génétique est une science qui repousse les frontières, avec des protocoles et des techniques qui évoluent et s'améliorent rapidement. Le faire fondre. Nous allons ajouter la teinture. Dans le meilleur des cas, le Dr Newton obtiendra une séquence d'ADN ne correspondant à aucune espèce connue. Cette analyse est plus délicate que les autres, car personne ne dispose d'échantillons de référence à partir desquels travailler. Nous avons de nombreuses preuves indirectes que ces poils sont l'échantillon le plus authentique que vous pourrez obtenir.
En les analysant, je compte bien récolter un maximum de données crédibles. L'ADN se trouve soit dans le noyau cellulaire, soit dans ses mitochondries. Je vais traiter ces échantillons à l'aide d'un gel. Ici, j'ai des cibles d'ADN nucléaire qui constituent sans doute la pire des éventualités. Je préférerais de loin utiliser des séquences primaires d'ADN mitochondrial, mais je n'en ai pas qui soient universelles. Je ne me fie pas trop à ces marqueurs nucléaires, à cause du risque de contamination. Le docteur Newton s'apprête à développer ses pellicules. Il sait que c'est tout ou rien. Voyons les résultats. Bon, nous y sommes. Voilà le poil numéro 1 de l'empreinte de Skookum. Le poil numéro 2, l'échantillon d'excréments. On dirait bien qu'on va pouvoir continuer et faire un séquençage. Quelques morceaux de plexiglas et des pipettes, ainsi qu'une connaissance exhaustive des techniques d'extraction de l'ADN, vont peut-être faire la part du mythe et de la réalité. Tous ces scientifiques et experts qui se sont plongés dans l'énigme du Sasquatch comprennent l'importance de leurs efforts. Ils savent aussi qu'ils représentent les pièces d'un puzzle complexe. Voici 12 conclusions sur l'énigme du Sasquatch. Depuis 1 heure, nous avons mis notre équipe scientifique au défi de faire parler les meilleures preuves de l'existence du Sasquatch. Test ADN, empreinte digitale, analyse audio, examen anatomique et fausse apparition. Ce mystère requiert-il des recherches complémentaires? C'est une question à laquelle vous devrez peut-être répondre par vous-même. Notre spécialiste des empreintes digitales, Jimmy Chilcutt, a examiné de nombreux moulages pour tenter d'identifier des schémas de lignes incriminant d'autres primates, canulars ou espèces inconnues. Je suis arrivé aux conclusions suivantes. Primo, il existe bien un grand singe qui vit en Amérique du Nord. Secondo, les arêtes de friction de ce grand singe n'appartiennent ni à un humain, ni à un primate connu. C'est peut-être un choc pour certains, mais je suis prêt à jouer ma réputation là-dessus. Le Dr Benson, spécialiste texan des sons biologiques, a analysé des enregistrements de vocalisation attribués à des Sasquatch pour déterminer si elles provenaient d'animaux connus ou d'une créature différente. Nous n'avons pas pu démontrer jusqu'à présent que cette source appartient à ces groupes, bien que la comparaison avec la voix humaine indique qu'il s'agit probablement d'un primate, ce qui inclut l'être humain parmi les possibilités. Le docteur Fahrenbach, qui étudie les schémas dans la vie sauvage, a créé une base de données statistiques à partir de mesures prises sur de multiples empreintes de pieds de Sasquatch. Ces schémas pourraient montrer la probabilité d'une espèce inconnue vivant parmi nous. Les graphiques qui émergent montrent généralement une courbe en cloche pour la longueur du pied, comme ici, ainsi que pour la largeur du talon et du pied dans son ensemble. Cette distribution provient généralement d'une population vivante plutôt que de données fictives. Ces études suggèrent que nous avons probablement affaire à un primate de grande taille vivant dans les forêts d'Amérique du Nord. Les images du Memorial Day suggèrent que l'animal courait plus vite que n'importe quel être humain sur ce terrain rocailleux. Robert Taft et Pacific Survey avaient pour tâche de fournir des données exactes sur la taille, la vitesse et la démarche de la créature. Nous sommes en mesure de fournir les conclusions suivantes d'après les données recueillies sur le site. D'abord, la créature de la vidéo mesure 1,65 m. La jambe mesure 75 cm, ce qui est fort similaire aux proportions humaines. Ensuite, elle court à une vitesse de 13,5 km/h. Par comparaison, notre athlète a négocié le même parcours
à plus de 27 km/h, soit plus de 2 fois plus vite. Troisièmement, nous avons constaté que la foulée de la créature mesurait 1,275 mètres, tandis que celle de Derek, notre coureur, mesurait environ 2,4 mètres sur le même trajet. Mais ils n'ont pas pu expliquer la protubérance qui apparaît sur la jambe de la créature quand elle s'enfonce dans les bois. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi, à la fin de la bobine, la créature semble grandir de 20 cm. Si c'est un animal, on pourrait l'expliquer par le fait qu'il porte un petit qui est monté sur ses épaules. Il faudrait une analyse plus poussée. Le Dr Craig Newton de BC Research à Vancouver a analysé des poils, de la salive et des excréments prélevés sur différents sites, dont celui de Skookum. Si la preuve génétique peut être la plus concluante, elle peut aussi être la plus fragile. L'échantillon de pommes que nous avons reçu et qui était susceptible de contenir de la salive a refusé de fournir la moindre amplification. Et nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. L'échantillon de sel nous a donné beaucoup d'ADN bactériologique, mais en essayant d'en extraire un gène animal, nous n'avons obtenu que des échantillons contaminés. Dans le cas des poils de Skookum, les deux séquences que nous avons obtenues sont si similaires à de l'ADN humain qu'il s'agit probablement de contamination provenant soit de moi-même, soit de ceux qui ont collecté les échantillons. Pour en savoir plus, nous devrons faire un effort beaucoup plus concerté afin d'exclure ces erreurs. Certains détails techniques demandent plus d'efforts et plus de temps. Le docteur Darris Swindler, ex-professeur d'anatomie mondialement réputé. Le docteur Sarmiento, expert en anatomie et comportementaliste spécialisé en primates du musée d'histoire naturelle. Ainsi que le docteur Jeff Meldrum, anthropologue de l'université d'Idaho, et Andrew Nelson du Centre d'analyse du mouvement et de biomécanique, se sont vus attribuer la tâche d'évaluer les preuves anatomiques laissées par les empreintes corporelles ou de pieds du Sasquatch, les images de Patterson-Gimlin et leur reconstitution tridimensionnelle. Après avoir analysé les éléments biomécaniques de la séquence de Patterson, il me semble très improbable que quelqu'un ait pu, en 1967, fabriquer les détails mis en évidence par l'irrégularité des tissus que nous avons constatés sur la cuisse. L'étude de la biomécanique était bien trop peu avancée à l'époque. L'empreinte de Skookum montre des preuves évidentes d'activité animale. Cerfs, wapitis, coyotes. Mais certaines empreintes semblent n'appartenir à aucun animal connu de la région. Certaines empreintes, surtout celles du talon, sont assez profondes et ont sans doute été faites par un animal relativement lourd. À partir du moulage, j'ai isolé ce matériel qui correspond à la jambe inférieure. Voici le talon et cette bosse, c'est le tendon d'Achille qui descend le long de la jambe pour s'attacher au talon pour nous aider à lever le pied quand nous marchons. À mon avis, la trace n'a pas été faite par un cerf, un ours ou un wapiti. Et elle n'est pas artificielle. Le moulage de Skookum correspond à un primate hominidé inconnu. J'ai pesé et évalué les preuves de l'existence d'un singe nord-américain. D'après l'empreinte de Skookum, le film de Patterson, des centaines d'empreintes de pieds, j'en viens à conclure que la probabilité d'une série de canulars s'étendant sur des dizaines, voire des centaines d'années, est plus faible que celle qui consiste à admettre l'existence d'une nouvelle espèce de singe supérieur qui pourrait bientôt rejoindre les rangs des primates.